L'année 2022 est déjà commencée depuis plusieurs semaines, mais selon moi, les meilleurs jeux sont encore à venir. Aujourd'hui, je vous parle de mes jeux de société les plus attendus. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose ce format vidéo, un top 5 où je vous parlerai de mes jeux de société les plus attendus pour l'année 2022. Et oui, l'année est déjà commencée depuis plusieurs semaines là, au moment de filmer ceci. On est au milieu du mois de février, mais j'ai pris un malin plaisir à scruter, analyser, faire des recherches sur les jeux qui sont censés sortir cette année et j'ai décidé de vous proposer ce top. Et malgré le fait que l'année est déjà commencée depuis plusieurs semaines, il y a peu ou pas de jeux qui sont déjà sortis depuis le début de l'année qui se seraient retrouvés dans ce top. Mais avant de se lancer dans la mention de chacun des jeux d'aujourd'hui, je trouve très important d'ouvrir une parenthèse et de vous parler des critères des jeux qui se retrouveront dans cette vidéo. Et je dois vous dire qu'avant d'avoir commencé à faire ma liste, j'ai décidé de m'informer, de faire des recherches sur différentes plateformes, au sujet des jeux qui sortiraient cette année, écouter différentes vidéos. Et je dois vous dire de façon très honnête et transparente, sans exagération, que j'ai pratiquement écouté tous les vidéos qu'on retrouve sur YouTube qui parlent des jeux attendus pour l'année 2022, que ce soit francophone ou anglophone. Et une chose qui m'agace beaucoup avec les tops de jeux attendus pour une année précise, c'est le manque d'explication au sujet des critères. Pourtant, c'est simple. Lorsqu'on parle d'un jeu attendu pour l'année 2022, on parle d'un jeu qui, en tout cas dans ma tête, va sortir pendant cette année. Mais en écoutant les différents tops de différents YouTubers francophones, québécois, européens, américains, etc., je me rends compte que c'est pas la même définition pour tout le monde. Et moi, il y a des choses qui m'agacent, il y a des choses qui m'horripilent. J'écoute une vidéo, je vois des jeux de société qui sont mentionnés, qui sont sortis en 2021, mais qui sont pas encore disponibles au Québec. Donc, on va en parler comme une sortie 2022. Des jeux qui sont disponibles qui sont sortis depuis 2 ans, mais qui ne sont pas encore disponibles en français, mais qui vont l'être en 2022, donc sont mentionnés comme une sortie 2022. Des jeux des jeux de projets Kickstarter qui ont été lancés il y a 2 ans, mais qui vont arriver chez les backers en 2022. Des projets qui vont être lancés en 2022. Oh, des critères tout mélangés comme ça, on dirait une grosse poutine. Puis habituellement, moi j'aime ça, la poutine, mais ici, là, dans ce contexte-là, ça m'agace. Alors, moi, je vais prendre le temps de vous expliquer mes critères. Alors, mes critères pour les jeux que je vais vous mentionner dans cette vidéo, puisqu'en fait, mon top des jeux les plus attendus pour 2022, je vous en parle tout de suite, mais je vais vous le présenter en 3 formats. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous parler des jeux que j'attends le plus en 2022, et les critères sont peu nombreux et assez précis. En fait, le jeu doit sortir en 2022, à quelque part sur la planète. Peu importe l'endroit. Alors, l'emplacement ou le pays d'origine du jeu n'est pas un prérequis. Alors, le jeu n'a pas besoin d'être disponible au Québec pour faire partie de mon top. Il peut être disponible en Bulgarie. S'il est sorti en Bulgarie en 2022, il est éligible. Deuxièmement, la langue n'est pas non plus un critère. Alors, peu importe la langue, si le jeu est seulement disponible en polonais, mais qui est sorti en 2022, eh bien, il est éligible. Alors, selon moi, même si le jeu n'est pas disponible en français, ça n'est pas une excuse pour l'inclure ou l'exclure de ce top. Troisièmement, le jeu doit sortir, être premièrement disponible durant l'année 2022 et ne doit surtout pas, là j'ai des images qui me viennent en tête, ne doit surtout pas avoir été rendu disponible avant de filmer cette vidéo. Si le jeu est sorti au mois de janvier, je peux pas dire aujourd'hui que je l'attends. Non. Alors, c'est inconcevable dans ma tête, donc le jeu ne doit pas encore être disponible au moment de tourner cette vidéo.
Et finalement, le jeu ne doit pas être issu d'un projet de socio-financement comme GameFound, Kickstarter ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui sera disponible soit en boutique ou auprès du site de commande d'un éditeur. Alors voilà mes critères. Aujourd'hui, je vous parle de 5 jeux qui seront disponibles en 2022. Pour vrai. En position numéro 5, on retrouve un petit jeu qui s'appelle Pocket Master Builder. Un jeu pour 1 à 2 joueurs d'une durée d'environ 20 à 40 minutes, comme vous le voyez ici. Un jeu qui nous est proposé par Wei Ming Ling et l'éditeur Miming Games. Alors, l'auteur Wei Ming Ling, je ne sais pas si on prononce ça exactement comme ça, mais c'est également le concepteur qui est derrière des jeux comme Ballade à Burano ou simplement le gros jeu de base Burano que j'ai beaucoup apprécié. Mais ici, on est ailleurs, on est dans un jeu de placement de tuiles. Les tuiles vont en fait être des cartes mélangées avec un mécanisme de placement d'ouvriers et de la gestion de ressources. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que les joueurs vont créer leur zone de worker placement, de placement d'ouvriers, en construisant leur royaume. Bon, on a tous déjà vu probablement des jeux dans ce style où on crée des emplacements pour des ouvriers en cours de partie, où au début de la partie, on est limité et en cours de partie, on va débloquer ou construire ou personnaliser le plateau. Je pense entre autres à Charterstone du côté Legacy, mais sinon Caelus qui nous permet de construire des emplacements qui vont pouvoir être utilisés en cours de partie pour y placer des ouvriers. Alors ça, on a déjà vu ce principe-là, mais ce qui est particulier ici, c'est que on va le faire avec des cartes. Mais les ressources que l'on va récupérer lorsqu'on va placer un ouvrier dépendent des 2 cartes qui seront placées adjacentes, côte à côte, comme vous le voyez sur les images ci jointes. Alors, si je place mon ouvrier dans un tel emplacement, eh bien, je vais récupérer les ressources qui s'y trouvent, mais si j'avais décidé de juxtaposer une carte différente à cet emplacement, ben, les ressources que j'aurais récupérées en bénéfice auraient été différentes. Bon, les règles ne sont pas encore disponibles, je ne les ai pas trouvées. Alors, il y a probablement là, des restrictions quant aux endroits où on peut placer les cartes. On voit que les arêtes de certaines cartes sont de différentes couleurs. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. On devine qu'il y a des types de bâtiments aussi. Et ce que j'ignore, c'est si l'image ici représente le royaume individuel d'un joueur. Alors, si c'est mon royaume que je suis en train de construire, que c'est moi qui ai décidé de l'emplacement des cartes, ou est-ce que c'est moi qui vais envoyer mes ouvriers, ou si c'est plutôt un royaume commun pour les 2 joueurs que ensemble, on construit un royaume en ajoutant des cartes et où on envoie nos ouvriers sur les différents emplacements. Alors ça, je l'ignore. Si c'est chacun construit son royaume ou si on construit un royaume ensemble et c'est sur celui-ci qu'on va jouer, mais je suis déjà très allumé par ce principe. Et il y a des éléments qui sont mentionnés dans la description quand même, qu'on ne voit pas sur les illustrations, comme des barricades, l'utilisation des ânes aussi, il y a des cartes oracles. Alors ça semble être un jeu plutôt léger, simple, mais avec beaucoup de variabilité. Un jeu d'affrontement à 2 joueurs de 20 à 40 minutes, ça m'intéresse. Et avec un mode solo en plus, je l'ai déjà inclus dans ma liste en position numéro 5. En position numéro 4, je vous parle d'un jeu qui attire vraiment mon attention parce qu'il est proposé dans le même univers d'un de mes jeux préférés. Je vous parle de Founders of Teotihuacan. Non, pas Founders of Gloomhaven, Founders of Teotihuacan. Un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée, écoutez bien ça, de 45 à 60 minutes. Le designer est aussi le cofondateur de la compagnie d'édition Board and Dice. Alors, lorsque j'ai vu ce jeu passer, automatiquement, ma curiosité a été piquée. Donc, faut dire que Teotihuacan est en 3e place dans mon top des meilleurs jeux sur la planète. Et dans Founders of
Teotihuacan, on va être invité à concevoir la construction de la cité de Teotihuacan. Donc, c'est un préquel au jeu de base qu'on connaît sous le nom de Teotihuacan, la cité des dieux. Et de ce que l'on comprend du jeu, c'est qu'à son tour, on devra placer entre 1 à 3 disques sur les emplacements d'action du plateau central, créant ainsi des espèces de piliers avec les disques de notre couleur, mais aussi avec les disques des autres joueurs. Ensuite, il va falloir choisir l'une des différentes actions possibles. Donc, c'est possible, entre autres, d'augmenter son influence, c'est-à-dire de déplacer son disque horizontalement pour rendre les prochaines actions plus puissantes dans ce lieu. Il est possible de marquer des points d'une tuile objectif dont on a réussi les prérequis qu'on avait mis de côté. C'est possible d'ajouter des ressources à sa cité sur son plateau personnel, physiquement, ou c'est également possible d'utiliser la main-d'œuvre pour construire des temples ou des pyramides dans sa cité. Donc, il y a du placement de tuiles aussi et de la sélection d'actions, de la gestion de ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que si on décide de construire soit des temples ou des pyramides dans sa cité, bien, la puissance ou le potentiel de puissance de la main-d'œuvre qu'on va utiliser pour notre construction dépend de la grandeur des piliers du plateau central. Alors, si j'envoie plusieurs ouvriers d'un coup, oui, certes, le potentiel de puissance de ma main-d'œuvre va bondir d'un coup. Par contre, peut-être que je me restreint pour les prochains tours dans les actions où j'aurais pu envoyer ces différents disques. Alors que si je priorise certains endroits, certains piliers où les autres joueurs ont été placés peut-être 2 disques, eh bien je vais pouvoir profiter de leur placement pour bénéficier de la puissante main-d'œuvre. Donc cette espèce de mélange-là, d'envoyer des disques un à la fois, peut-être pour effectuer des actions, ou plusieurs d'un seul coup pour booster ou faire bondir le potentiel de puissance de construction. Ça me semble un mécanisme intéressant, sachant que les autres joueurs vont pouvoir, dans les prochains tours, dans leurs prochaines actions, bénéficier de ça. Ça me semble être une espèce d'équilibre intéressant. Bref, je suis très, très, très curieux d'en apprendre davantage. En position numéro 3, je vous parle d'un jeu qui est annoncé depuis déjà un bon moment, qui a même changé de nom et qui a comme illustrateur Vincent Dutrait. Ça vaut la peine de le mentionner parce que j'aime beaucoup les illustrations, mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai mis le jeu dans mon top. Il s'agit de Tenpenny Parks, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée d'environ 45 à 75 minutes, un designer qui en est, je crois, à son premier projet, Nate Linhart, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais par contre, avec un éditeur qui a fait sa réputation, Thunderworks Games. Alors, Tenpenny Parks, comme je vous le disais, l'éditeur Thunderworks Games, on les connaît pour avoir proposé des jeux dans des univers fantastiques, comme Cartographeur, Role Player. Mais récemment, ils ont sorti un jeu avec une thématique complètement différente, Cape May, que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne, mais que j'ai en ma possession. C'était également un jeu que j'attendais impatiemment. Et ils avaient été dans une direction donc thématique très différente et je suis ravi de ça, de voir un autre jeu à thématique, cette fois-ci de parc d'attractions. On est très 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 loin là, de la thématique des cartographeurs et role-players, mais thématique de parc d'attractions, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai essayé plusieurs jeux avec cette thématique et il n'y en a pas un encore, pas un seul qui m'a satisfait. Alors mes attentes sont vraiment très élevées pour Tenpenny Parks. Alors ici on va jumeler des mécanismes de placement d'ouvriers et de placement de tuiles.
J'aime ça. Ça sonne bien à mon oreille. On semble, de ce que j'entrevois avec les éléments qui sont rendus disponibles, les illustrations, les quelques parcelles de règles ici et là, on semble commencer la partie avec un plateau qui représente un petit lopin de terre, que l'on devra d'abord défricher en arrachant des arbres pour ensuite développer notre parc d'attractions et disposer nos attractions, nos installations sur ce lopin de terre que l'on développera. On devra tenter de générer différents types de réactions de la part de nos visiteurs lors de nos attractions. Alors, il y a 3 ressources, si on veut, ou 3 types de points, si on veut, vous allez comprendre. On veut générer des sensations fortes, de l'émerveillement et de la joie. Donc, les types d'attractions vont probablement générer certains points dans ces différentes jauges, soit des attractions à sensations fortes comme des montagnes russes par exemple, d'autres attractions qui vont générer de l'émerveillement et d'autres de la joie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce jeu, on semble avoir été dans des thématiques très différentes pour ce qui est des attractions ou des différents univers qu'on va y retrouver. Et les thématiques dévoilées, si on se fie du moins aux illustrations de la boîte, des cartes qui ont été rendues disponibles jusqu'à présent, il semble y avoir des thématiques qui sont en lien avec l'âge de pierre, avec les dinosaures, avec le Far West, avec l'exploration spatiale, avec les profondeurs sous-marines et les univers fantastiques. Alors, beaucoup d'attentes pour ce jeu à thématique de parc d'attractions. J'espère que ce sera enfin le jeu auquel je m'attends depuis si longtemps. En position numéro 2, un titre vraiment intriguant. Et je crois que, à la limite, vous allez me trouver un peu étrange d'avoir inclus ce titre-là dans le top, puisqu'il n'y a presque rien de disponible sur le jeu, pas même une illustration pour la boîte. Mais vous allez voir, seulement avec les quelques parcelles d'informations qui sont rendues disponibles, j'achète. Je suis déjà intéressé. Alors, ce sont des jeux que j'attends pour l'année 2022. Et les simples quelques informations qui sont disponibles sur Tile Tom me semblent très prometteuse. Alors, Tile Tom ou Tile Tom, je ne sais pas exactement comment on le prononce, sera le prochain jeu du duo de Luciani et Tacchini. Simone Luciani et Daniel Tacchini qu'on connaît pour nous avoir offert des chefs-d'œuvre comme Les Aventures de Marco Polo ou Tzolk'in, le légendaire Tzolk'in. Alors, lorsque ces deux hommes travaillent ensemble, ils pondent des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez? L'histoire nous le démontre. Alors, déjà là, le duo d'auteurs, je suis vendu. Écoutez, ça pourrait être n'importe quoi. C'est certain que j'achèterais ou que, en tout cas, ma curiosité serait au rendez-vous. Alors, on a quand même quelques petites parcelles d'informations disponibles soit sur Board Game Geek, mais que j'ai trouvé aussi en fouillant ailleurs sur les subreddits, sur les sites de l'éditeur, des discussions sur les réseaux sociaux, etc. Donc, Tile Tom est en fait le nom original de la ville de Tielt en Belgique, dont les plus anciennes mentions écrites remontent à l'année 1105. Donc, c'est la ville, ou la cité, là, je ne sais pas exactement, dont il sera question dans ce jeu. Et dans Tile Tom, on retrouvera un jeu de gestion et de draft de dés, où ceux-ci, les dés, auront 2 fonctions générales, 2 fonctions différentes, gagner des ressources et résoudre des actions. Ce qui est particulier, écoutez bien ça, c'est qu'à son tour, un joueur va récupérer un dé parmi ceux qui sont disponibles dans différentes zones. Le joueur va ensuite récupérer des ressources selon la valeur du dé. Donc, plus le dé a une valeur élevée, plus les ressources seront importantes. Bon, supposons que ce sont des D6. Si je récupère un dé de valeur 5, eh bien, plus la valeur est élevée, plus les ressources seront soit en grand nombre ou de valeurs plus importantes. Ça, on l'ignore encore. Mais bref, pour récupérer des ressources,
un chiffre élevé égale positif. C'est bien. Il pourra ensuite réaliser l'action du lieu où il a récupéré ce dé, mais toutefois la puissance de cette action sera inversement proportionnelle à la valeur du dé. Je répète ça. Alors, on va pouvoir effectuer une action dans le lieu où on a récupéré le dé. Toutefois, la puissance de cette action va être inversement proportionnelle à la valeur du dé. Autrement dit, plus la valeur du dé est élevée, moins l'action est puissante, mais plus je récupère de ressources. Et si la valeur d'un dé est faible, plus l'action sera puissante, mais que le nombre de ressources amassées sera faible. Alors, encore une fois, une question d'équilibre qui n'est pas sans nous rappeler Tekken aussi, il faut le dire, une espèce de gestion de l'équilibre dans ce jeu. Ici, c'est pratiquement les seules informations qu'on a. Je sais qu'il y a même une conférence de presse avec Tachini, je crois, où il parle légèrement de ce projet, mais c'est en italien. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont à l'aise avec l'italien, ça me fera un plaisir de vous envoyer le lien pour que vous puissiez me donner un peu plus d'informations. Mais c'est vraiment un jeu que j'attends énormément pour 2022. Mais en position numéro 1, le jeu que j'attends le plus pour l'année 2022, c'est Horseless Carriage. Alors, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs. Pas possible d'y jouer à 2. C'est pas grave. C'est pas grave avec tout ce que le jeu propose. Je vous garantis que de toute façon, je vais vouloir jouer à plusieurs. C'est un jeu dont la durée est tout de même assez longue, très différent de ce qu'on a vu auparavant dans ce top. 180 à 240 minutes, 3 à 4 heures. Designers ici qui vont de pair avec l'éditeur, donc Splotter-Spellen. Les jeux Splotter, entre autres, comme The Great Zimbabwe, Indonesia, Food Chain Magnet, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la complexité. Donc là, il faut se dire que les pages Board Game Geek peuvent être créées par un peu n'importe qui et modifiées un peu aussi par n'importe qui. Donc là, je ne sais pas exactement si l'information qui est sur la page est exacte. Mais selon ce qu'on y voit, on est dans une complexité qui serait pour l'instant l'un des jeux les moins lourds, ou plutôt si je dis ça à l'inverse, l'un des jeux les plus légers de Splotter-Spellen avec Boss aussi. Du moins dans leur gros jeu récent. Donc ça, c'est intéressant. Un jeu d'une longue durée qui n'est pas trop heavy non plus. Je suis vraiment intéressé. C'est pas trop intimidant. Thématique qui nous plonge cette fois-ci dans l'époque du développement des premières automobiles. À l'époque, ce qui est intéressant de se replonger dans ces questionnements-là, à l'époque, on ne savait pas exactement ce qui serait nécessaire sur une voiture ou ce qui même intéresserait les gens, les consommateurs. Est-ce que les gens vont vouloir des roues motrices? Est-ce qu'ils vont vouloir des freins? Dans certains contextes, des freins, ça peut être accessoire ou même pas nécessaire du tout. Des phares, un klaxon, est-ce qu'ils vont vouloir des pédales ou un levier ou une espèce de volant pour l'accélération qu'on va pouvoir tourner? À chaque partie, les désirs des consommateurs vont changer et ça va influencer radicalement le développement des différents marchés durant la partie. Thématique, déjà là, j'accroche avec cette concordance incroyable. Splotter-Spellen sont très forts de ce côté pour nous proposer des jeux qui, au premier coup d'œil, semblent très abstraits, avec leurs illustrations particulières, mais que dès qu'on se plonge dans l'expérience, on vit quelque chose de très, très, très thématique. 3 aspects vraiment intéressants dans le jeu, selon moi. D'une part, le marché de la demande et des désirs des consommateurs qui peut varier ou être influencé en cours de partie. C'est clairement dans ce pan-là qu'on va retrouver énormément d'interactions qui est à prévoir là, de ce côté-là entre les joueurs, dans l'influence du marché, des demandes et des désirs des consommateurs qu'on va pouvoir influencer. Est-ce que ce sera par le biais de publicité ou quoi que ce soit? J'ai vraiment hâte de voir. Un autre aspect intéressant, d'une part,
il y a la gestion, d'autre part plutôt, il y a la gestion de l'usine de fabrication de vos automobiles, où vous aurez à décider si vous fabriquez, premièrement, des automobiles familiales, des camions ou des voitures un peu plus sport. Et quelles spécifications allez-vous leur apporter, comme je mentionnais un peu plus tôt? Il va falloir gérer les chaînes de montage et d'assemblage avant de prévoir la vente de vos automobiles. Vraiment, vraiment intéressant. Il y a quelques informations qui sont disponibles justement là-dessus sur Board Game Geek. Et finalement, la personnalisation de vos usines grâce à un arbre de technologie, un Tech Tree, qui pourra vous permettre de débloquer de nouvelles composantes adaptées aux besoins des consommateurs. Et ce que je lisais sur Board Game Geek à ce sujet, c'est que les concepteurs, il y a de cela quand même plusieurs mois, étaient encore à la recherche de qu'est-ce qu'ils voulaient exactement dans leur jeu. Est-ce qu'ils veulent un arbre technologique personnel où je personnalise mon usine et les autres joueurs me jalousent, ou une espèce d'arbre technologique commun où je peux aller déposer, par exemple, un brevet ou débloquer quelque chose en priorité, mais que par la suite, les autres joueurs vont pouvoir utiliser ces connaissances-là aussi. Peut-être que je serai avantagé pour être le premier à l'avoir fait, mais les autres joueurs vont par la suite pouvoir en bénéficier. Dans les deux cas, ça me semble complètement génial. Alors, je leur fais confiance. Probablement, encore une fois, avec les jeux de Splatterspellen, on aura une très infime distribution. Je sais que pour les premières copies, il va falloir passer par le site directement de l'éditeur. C'est probablement ce que je vais faire. D'ailleurs, dans les prochaines heures ou les prochains jours, je vais probablement aller vérifier si le jeu est disponible en précommande sur leur site, et je vais certainement passer ma commande parce que j'ai hâte d'essayer d'y jouer. Et comme je vous le disais, 3 à 5 joueurs, ça ne m'inquiète pas. Les jeux de Splatterspellen, habituellement, plus on est de joueurs autour de la table, et c'est là qu'on va vraiment sentir l'interaction et qu'on va vivre l'expérience jusqu'au fond. Alors voilà pour ce top 5 des jeux que j'attends le plus pour 2022. J'espère vous avoir fait découvrir quelques titres que vous ne connaissiez pas déjà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels sont les jeux que vous attendez. Je vous ai parlé de mes critères personnels. Bien évidemment, tout le monde fait ce qu'il veut, que ce soit dans leurs vidéos, dans leur top personnel, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était quelque chose d'important de vous parler de mes critères. Et je vous ai parlé un peu plus tôt aussi que le format des jeux que j'attends le plus pour 2022 vous sera proposé en 3 vidéos. Alors, la première partie, c'était celle-ci, les jeux qui seront disponibles en boutique, peu importe sur la planète, peu importe la langue, en 2022. Je vais vous proposer également prochainement un autre top 5 où je vous parlerai des jeux qui sont à surveiller pour des lancements sur des plateformes de socio-financement comme GameFound ou Kickstarter en 2022. Donc, des lancements attendus de ma part pour 2022, et je vous proposerai une dernière vidéo où je vous parlerai de projets qui ont été lancés dans les dernières années, en 2021-2020, mais qui sont attendus pour la réception chez les backers ou en boutique pour 2022. De ce fait, on couvrira un peu, selon moi, toutes les circonstances, et ça me permettra de vous parler de 15 jeux que j'attends impatiemment. Si vous avez beaucoup apprécié cette vidéo, ou ne serait-ce qu'un peu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine.